Alors, je vous propose qu'on commence formellement. On est donc 8. Il y en a sûrement d'autres qui vont se connecter entre-temps. Comme on est pas mal, je vous briefe sur les règles de bienséance, comme on dit. Donc, mettez bien vos micros pour éviter tous les sujets d'écho, etc. sur mute, comme on dit en très bon français, donc sur silencieux le temps que la personne qui parle ait fini de parler. Si vous avez des questions, levez la main. Ça peut être lever la main devant votre écran ou plutôt lever la main aussi avec la sélection lever la main que vous avez dans Teams. Et puis voilà, on a prévu de toute façon que la soirée soit faite pour faire des échanges, donc je ne vais pas parler tout seul, on ne va pas parler tout seul, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment l'idée, c'est de lancer nos différents sujets, projets participatifs. Donc voilà, l'idée, c'est pas de faire une conférence où on parle tout seul. Donc si vous avez des questions, levez la main et n'hésitez pas à vous exprimer. Et puis on échangera de cette façon. Donc voilà pour les règles. Les derniers retardataires, entre guillemets, viennent de se connecter. On est un petit peu plus. Je crois qu'on est une dizaine, donc on doit être à peu près tous là. Donc je vous propose qu'on commence. Je vais vous projeter le PowerPoint qu'on a préparé. Alors quand je dis on, donc vous avez ici 3 personnes qui sont bénévoles à plein temps de la Société d'Histoire, que sont, alors je vous partage mon écran. Donc on a Christophe qui est ici, qui est le responsable du club recherche, que la majorité d'entre vous doit connaître, je pense. Et puis, on a Thierry ici sur la gauche de l'écran, qui est le responsable web, comme tu t'appelles toi-même, et qui est un peu le magicien qui est derrière ce qu'on va vous présenter ce soir, et qui est un outil avec beaucoup de potentiel. En tout cas, un potentiel pour travailler ensemble, et c'est ça qui est important. Alors, je ne vous partage pas mon boulot non plus. Hop. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, projet participatif, Société d'Histoire. Alors, je vous fais rapidement, pour ceux qui connaissent pas forcément la Société d'Histoire, j'imagine que si vous avez répondu à l'appel, c'est que vous en avez quand même entendu parler, mais l'objectif de la Société d'Histoire, c'est de recueillir, étudier, faire connaître l'histoire franco-chinoise. Et donc, vous nous connaissez, on a un certain nombre de canaux pour faire connaître cette histoire entre la France et la Chine, entre la Chine et la France. Vous nous lisez en gros 1 fois par semaine par le biais d'articles. On fait aussi des conférences en présentiel, comme on dit, à Shanghai principalement. On les enregistre aussi, donc elles sont aussi diffusées sur YouTube. Si vous cherchez Société d'Histoire des Français de Chine sur YouTube, vous trouverez notre chaîne. Et puis des podcasts aussi maintenant, enfin voilà, et puis l'organisation aussi régulière de clubs recherche pour aider les passionnés à travailler ensemble, à aiguiller les gens, etc. Donc voilà, on est une centaine de membres partout dans le monde, on va dire, même si évidemment on est plutôt en Chine et plutôt à Shanghai, mais quand même, on a des gens un peu partout. On a un ADN qui est très francophone, ça n'oubliez pas, voilà, notre particularité, c'est le français. Et puis, on a des chiffres en termes de suivi dont on est très fiers. On a plus de 3300 followers sur WeChat, ce qui est beaucoup, et qui est le travail de plusieurs années de publication. Et puis beaucoup aussi de gens qui nous suivent grâce à LinkedIn. Donc, si vous n'êtes pas dans nos abonnés sur LinkedIn, n'hésitez pas à le faire. On publie régulièrement tout ce qu'on fait 2 à 3 fois par semaine. On publie quelque chose à partir de LinkedIn. Donc, tout ça repose sur, toute notre communication repose depuis quelques mois, un petit peu plus maintenant, sur le site internet de la Société d'Histoire, qui est, alors je vous partage mon écran ici pour que vous puissiez voir, qui est le site histoire-chine.fr,
où on a en fait ici absolument tout centralisé. Donc, vous n'êtes peut-être pas tout à fait familier avec le site, mais il est extrêmement bien construit. Donc, grâce à Thierry qui est avec nous, où on retrouve un peu une présentation de la Société d'Histoire. On retrouve pourquoi on a, enfin voilà, les missions, qui on est, qui travaille avec nous, comment adhérer. On retrouve un listing très bien fait aussi de toutes nos conférences. Donc, vous voyez ici les différentes conférences. Quand elles sont disponibles sur YouTube, on a un petit lien qui dirige ensuite directement vers l'enregistrement. Donc, vous avez une vingtaine même plus, hein, je crois maintenant, de conférences qui sont archivées. On utilise la même chose pour les podcasts. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus récent, mais on est déjà à 8 podcasts et on continue sur un rythme mensuel. Donc, vous pouvez écouter ici. Et c'est d'ailleurs disponible sur un certain nombre de plateformes de podcast. Donc, recommandez-les, n'hésitez pas. On retrouve aussi beaucoup de choses sur ce qu'on fait au niveau de la recherche. Donc, il y a un certain nombre de tutoriels où on essaye de partager tout ce qu'on connaît, que ce soit en termes de consultation des archives, que ce soit aussi, on a mis en ligne aussi quelques ressources. On a des cartes très détaillées qui sont disponibles en ligne de Shanghai à différents moments, à différentes époques. On a des annuaires en ligne, des anciens annuaires qui sont disponibles en ligne, etc., etc. Donc, on va parler du wiki dans quelques instants, mais voilà, n'hésitez pas à naviguer sur le site pour vous rendre compte de la richesse en fait du site internet. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et c'est un peu l'objet d'aujourd'hui, c'est d'en parler et puis de mieux organiser les choses. Parce que, donc il y a aussi les visites, c'est peut-être moins intéressant, mais n'oubliez pas qu'on fait aussi des visites. Mais donc, quand on appuie sur article, euh, on arrive donc sur l'accueil de notre wiki. Et donc, c'est là où on va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet. Sur ce wiki, ça fait en gros 2 ans qu'on l'a mis en place. Il y a plus de 280 articles. Donc, c'est vraiment une base de données qui est juste énorme, qui date en fait, on a mis en ligne tous les articles qui ont été créés, rédigés par la Société d'Histoire et le Souvenir français de Chine depuis une quinzaine d'années en réalité. Donc, c'est une base de données et de connaissances qui est juste extraordinaire et extrêmement complète, même il manque encore, bien sûr, un certain nombre de sujets, mais 280 articles, c'est quand même beaucoup. Et on commence à avoir d'autres projets, Christophe nous en parlera tout à l'heure, mais on a aussi un recensement de vitraux à Shanghai. Donc, il y a un potentiel pour faire beaucoup de choses dans le wiki, mais comme vous pouvez le voir actuellement, donc je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça déjà ou pas, mais comme vous pouvez le voir actuellement, en fait, la présentation est sous la forme d'une très longue liste hein, qui n'est pas forcément la meilleure façon en fait pour pouvoir naviguer dans le système. Donc, il y a évidemment, on peut chercher par mots-clés, on peut faire un certain nombre de choses, mais en fait, il y a un gros travail qui est nécessaire pour le rendre plus accessible, en fait, puisque ça rentre dans la mission qu'on se donne à la Société d'Histoire, c'est de rendre, en fait, toutes ces connaissances qu'on emmagasine, de le diffuser le plus possible auprès du grand public. Donc voilà, la mission qu'on se donne, enfin, les objectifs qu'on se donne à partir de ce soir, c'est de rendre ce wiki euh, plus facile à naviguer, plus facile à aborder. Donc, on a besoin d'une meilleure présentation, on a besoin d'une meilleure navigabilité pour qu'on puisse vraiment lui donner toute la puissance qu'il mérite. Donc, je m'arrête maintenant. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions sur ces principes généraux. Peut-être que je suis allé trop vite sur certains aspects. Et puis après, on peut entrer un peu plus dans le concret. Peut-être, Christophe, Thierry, vous souhaitez compléter ce que j'ai dit ou pas. Enfin, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole et à me dire. Déjà, il y a quelqu'un sur mon salle d'attente. Non, c'est bon. J'ai accepté tout le monde.
Ok. Non, mais peut-être pour compléter très rapidement sur ta présentation du club recherche, voilà, le Oui, wiki s'inscrit complètement dans la démarche qu'on avait au départ en lançant ce club recherche, qui était vraiment l'idée de rassembler tous les amateurs, les curieux d'histoire de Shanghai et puis des Français en Chine, en fait, en général, pour pas rester dans notre coin, pour pouvoir se serrer les coudes, pour se motiver à accomplir, en fait, nos petits travaux de recherche sur différents sujets et les mener à bien, en fait. Parce que en fait, justement, j'en parlais tout à l'heure avec le guide de l'historien, c'est qu'on a tous, parce qu'on est tous curieux, on lit beaucoup, on se renseigne sur internet, on a tous réuni des choses, une certaine somme de connaissances, de ressources, disponibles, mais tout est éclaté un peu, à droite, à gauche. Et en fait, l'idée, c'est de tout rassembler pour rendre ça un peu plus cohérent, surtout gagner du temps. Parce qu'effectivement, c'est pas évident, de faire ses recherches, en étant seul, un peu isolé. Donc, le wiki, c'est un peu aussi, un des débouchés du club recherche. Comme le disait David tout à l'heure, en fait, on se réunit, on va dire, tous les 2 à 3 mois et sur différents sujets, et c'est aussi l'occasion de partager, en fait, nos avancées respectives, on va dire, que ça soit moi, David ou certains d'entre vous qui sont là ce soir, voilà, sur leur sujet de recherche. Donc voilà. Je sais pas, j'aurais d'autres choses à rajouter après, mais là pour l'instant, ça ira. merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de remarques, pas de questions, c'est extraordinaire. Bravo, merci. Alors maintenant, je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. Alors, je repartage mon écran. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? J'entends personne qui crie, donc ça doit fonctionner. Alors, l'idée du wiki, et puis Thierry, tu compléteras si je me trompe ou si je ne vais pas assez loin. Euh, on- donc, on parle de wiki parce que c'est le même principe que Wikipédia, que vous connaissez tous, c'est-à-dire que c'est une plateforme collaborative, c'est-à-dire que tout le monde, que vous soyez membre ou pas membre d'ailleurs de la Société d'Histoire, vous pouvez participer et modifier ce qui est dans la base de données en fait. C'est ça le principe qui fait que ensemble on peut arriver petit à petit à améliorer les choses. Ça, l'objectif, un des objectifs quand on a fait ça, c'était de s'affranchir en fait de WeChat parce que au départ, la Société d'Histoire publiait intégralement sur WeChat et on avait une base de données sur WeChat, d'articles qui commençaient à devenir conséquentes. Je ne sais pas, plusieurs dizaines d'articles, peut-être une centaine à la fin, qui était difficile à naviguer, et puis on a le problème potentiel de pouvoir tout perdre du jour au lendemain, qui est bien évidemment présent à l'esprit de tout le monde. Donc on a voulu s'affranchir voilà, de WeChat pour avoir quelque chose de plus pérenne et quelque chose de plus stable et qui puisse aller au-delà de ce qu'on voulait. Donc d'où le format wiki. Euh, voilà, ça permet aussi de pouvoir travailler ensemble et au-delà donc simplement d'être une base de données d'articles, ça peut aller. C'est un outil qui est extrêmement riche au niveau du potentiel, c'est-à-dire qu'on peut y héberger un certain nombre d'autres projets, que ce soit sous la forme de database. Donc on a cette chasse aux vitraux que vous connaissez peut-être. Juste rapidement, on a en fait une spécialiste des vitraux polonaise francophone qui est actuellement à Shanghai et qui, dans le cadre de ses recherches, avait besoin qu'on l'aide à faire une sorte de recensement des vitraux à Shanghai. Donc, le vitraux, elle cherche bien évidemment des vitraux historiques, mais il y a aussi des vitraux contemporains qui peuvent être intéressants. Vous savez que l'histoire des vitraux à Shanghai à la fin du 19e et au début du 20e, c'est une histoire conséquente en réalité. Et donc, il en reste beaucoup. On a organisé ça sous la forme d'une sorte de chasse au trésor.
avec un groupe WeChat où les gens vont prendre des photos, notent l'adresse et puis nous envoient tout ça. Et puis on essaye de les récompenser. Et de cette façon-là, en fait, et grâce au wiki, on a maintenant un outil pour pouvoir mettre en ligne, et puis même que ça soit fait de façon indépendante par les différents contributeurs, de pouvoir mettre en ligne les différentes trouvailles. Donc c'est un potentiel, le wiki, qui est assez extraordinaire. Donc je parle des vitraux, mais vous connaissez, pour certains d'entre vous, ma passion pour les cimetières et les tombes. On cherche aussi à géolocaliser, à recenser les tombes des travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale en France. C'est aussi quelque chose que le wiki permettra de faire. Donc voilà, énormément de potentiel. Est-ce que Thierry, tu veux compléter ce que je viens de dire? Et oui, tu as dit l'essentiel. On l'appelle wiki parce que c'est un wiki, hein. Un wiki, c'est la plateforme, si on veut vraiment parler technique, hein, c'est la plateforme qui est utilisée par le Wikipédia et d'autres, ou la Wikipédia, et des milliers d'autres sites en fait qui utilisent cette plateforme en fait pour avoir du contenu collaboratif en fait. Donc on est parti là-dessus, peut-être sur un projet un peu ambitieux au départ, mais qui je pense maintenant prend vraiment forme, quoi. Voilà, on a peut-être juste fait, je sais pas, enfin bon, on est en français, voilà. Et ça pourra se révéler peut-être problématique, mais bon, c'est un peu le principe de la société d'histoire, donc on est en français, voilà. Sur une variante française, je veux dire, du wiki, voilà. Ouais, ça c'est les détails techniques, on va dire. C'est ça. Non, autrement, j'ai rien à ajouter, pardon, sur les concepts mêmes. Non. Ok. Alors sur ce sujet-là en particulier, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Parce que voilà, la comparaison se fait avec Wikipédia. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Wikipédia. Peut-être certains d'entre vous connaissent la façon de collaborer, de contribuer sur Wikipédia, mais c'est pas forcément. Donc si vous avez des questions au niveau vraiment des concepts de cet outil-là, n'hésitez pas. Il ne faut pas que vous soyez perdu sur la suite de la discussion. C'est bon, tout le monde est là, personne. On ne vous endort pas non plus, tout va bien. Alors, je ne vois pas de main qui se lève. Je ne vois pas de gens qui se manifestent. Donc, je vous propose qu'on continue. Alors, c'est maintenant où en fait on a besoin de vous. Donc voilà, on parle de projets participatifs. On va vraiment vous lister tout ce dont on a besoin. Il n'y a pas de tâches d'ailleurs qui sont subalternes. Tout est extrêmement important pour rendre cette base de connaissances la plus fine possible et la plus qualitative, comme on dit dans le monde du conseil, possible, parce que voilà, il y a en fait un vaste boulot qui pourra se traiter plus ou moins rapidement en fonction du nombre de volontaires sur les différentes tâches, sur les différents chantiers, on va dire, qui vient. Donc ça dépend en fait de l'appétence de ce que vous souhaitez faire ou pas, mais on vous a listé ici, c'est des idées préliminaires, hein, et potentiellement il y a encore d'autres choses à faire auxquelles on n'aurait pas pensé, ça dépendra, enfin vous pouvez nous dire, il y a vraiment, on est à la recherche, donc on vous a listé ici ce qu'on recherche. Il y a des relectures, donc ça ne veut pas dire faire des relectures de l'orthographe de 280 articles par exemple, mais il y a un certain nombre d'articles qui sont vraiment de référence, avec des très bonnes, qui ont été très bien recherchés, très bien documentés, etc., et qui font d'une certaine façon autorité, parce qu'ils parlent d'un sujet qui n'a jamais été abordé d'une façon ou d'une autre, qui sont assez inédits ou qui sont très bien travaillés. Et donc, en fait, il y a une liste de priorités
dans le contenu du wiki qui est en cours d'élaboration, qui n'est pas totalement finalisé, mais pour un certain nombre, on va dire, il y a une vingtaine d'articles qu'il faudrait vraiment pouvoir relire à la fois sur l'orthographe, ensuite sur la typographie. Donc on parle d'harmoniser un certain nombre de choses, que ce soit la façon dont on écrit siècle, par exemple, la façon dont on fait des citations, voilà, vous imaginez donc tout ce qu'on entend par typographie, toutes ces petites règles qui sont importantes et qui permettent d'aller au-delà en fait d'un travail juste d'amateur, nécessite de la relecture attentive. Donc, j'ai déjà un volontaire sur la relecture qui est extrêmement bon sur l'orthographe et qui voit à peu près tout, mais on n'est jamais de trop pour faire de la relecture sur l'orthographe. Un petit groupe de 3-4 personnes qui relie par exemple un article par jour, un article par semaine, permettra d'avoir assez facilement sur une vingtaine, quelques dizaines d'articles, des articles qui soient vraiment parfaits au niveau de l'orthographe, de la typographie. Ça, c'est un premier, on va dire, paquet de besoins qui sont importants et non négligeables. Il y a aussi, ensuite un paquet plus organisation. C'est-à-dire que avec le wiki, avec ce qu'a mis Thierry en place, on a cette possibilité de géolocaliser les choses. Donc, on parlait de présentation, d'une meilleure présentation du wiki tout à l'heure. Moi, j'ai toujours eu en tête, c'est un rêve, hein, je ne sais pas à quel point c'est atteignable, mais d'avoir différentes façons d'aborder les articles. Ça peut être par thème, comme c'est actuellement, mais ça peut être par géolocalisation. On peut imaginer que les articles sont géolocalisés. Donc, ce qui est plus ou moins facile à faire. Il y a certains articles qui parlent d'un sujet très précis, il est facile à les géolocaliser. D'autres, c'est peut-être plus un challenge. Mais en tout cas, ça serait marrant d'avoir sur une carte de Chine une vision de tout ce qui est disponible. On peut aussi s'amuser à géolocaliser, entre guillemets, c'est ce qu'on a appelé positionner dans le temps, avoir une frise et puis par période, avoir les différents articles qui sont aussi classés de cette façon-là, de manière chronologique. Ça serait voilà, différentes façons de rentrer dans la base de données. Ça nécessite un peu de classement, d'organisation, donc géolocalisation, chronologie, thématique, mais il y a peut-être d'autres dimensions qui nous échappent. Et puis, donc, harmonisation, ça on en a parlé, et puis contribution. Je mets toujours contribuer aussi, mais au-delà de la forme, il y a aussi le fond. Et donc, il y a certains articles qui potentiellement nécessitent des recherches supplémentaires, nécessitent une correction, ou des articles qui n'existent pas et sur lesquels vous êtes volontaire pour écrire. C'est aussi bien évidemment ce qu'on cherche en tant que société d'histoire. Donc vous voyez, il y a un éventail de possibilités de contribution sur différents niveaux, entre la forme et le fond. Il y a vraiment tout un éventail qui est extrêmement fourni. Et il y a un éventail de participation en termes de temps qui est aussi totalement flexible. Nous, c'est la façon dont on fonctionne en interne, c'est-à-dire que on accueille aussi bien des gens qui se disent bon, voilà, la relecture, c'est mon hobby dans ma vie. Hein, je ne sais pas, peut-être que ça existe, et qui sont prêts à y consacrer une demi-journée par semaine ou plus, j'en sais rien. Ou ça peut être quelqu'un qui se dit, voilà, j'ai 30 minutes de temps en temps et je peux faire ça de manière régulière pour vous aider. Voilà, ça peut être aussi rentrer des informations dans une database, etc. Et donc, l'avantage de ce système, c'est que la force qu'on peut avoir vient du nombre en fait de gens qui sont prêts à contribuer. Et si on est 4, 5, 6, 7, peut-être même 10, ou tous les gens qui sont là ce soir à faire un peu de contribution tous les jours, 10 minutes, un quart d'heure sur je relis mon article du jour, je corrige un paragraphe. Si on fait ça en groupe, très très vite, on aura fini en réalité.
Donc voilà, c'est l'effet groupe qu'on recherche pour pouvoir avancer sur ces sujets-là, qui sont pas des sujets d'une personne. En réalité, c'est vraiment le sujet d'une société, et c'est bien ce qu'on est. C'est une société d'histoire. On n'est pas un historien passionné dans un coin tout seul. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc voilà, manifestez-vous parce que on pense que ça sera bénéfique à tous, et en particulier pour ceux que l'histoire intéresse, et l'histoire entre la France et la Chine. Et là, on est dans les 60 ans actuellement. Donc si vous cherchez un projet utile pour la compréhension entre la France et la Chine, c'est le moment. Elle est géniale, ma pub, hein. Donc Christophe, Thierry, est-ce que vous voulez compléter ce que je viens de dire? Et puis après, je laisse la parole à l'auditoire, on va dire. C'est le moment de vous exprimer. Pas de complément particulier pour moi, parce qu'après, je pense que je vais passer plutôt à des cas concrets, vous exposer quelques exemples, en fait, en plus du wiki, je veux dire, sur lesquels vous pouvez participer. Donc, peut-être, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas dès maintenant. Thierry? Ben, c'est pareil, enfin, je sais pas. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on présentera tout à l'heure, par exemple, le cas des vitraux, j'imagine. Donc, ça sera plus du concret. Après, si on veut montrer un petit peu quelque chose du wiki, on peut, hein, mais je pense que je pense enfin, faut voir ce que les gens en connaissent, ce qu'ils en ont déjà vu, et puis à partir de là, on pourra peut-être élaborer. Je sais pas. Parfait. Peut-être je passe à la présentation de ma petite partie, du coup, et puis Bon, il y aura peut-être des questions concrètes. on va voir. Est-ce que je vais poser la question très franchement, est-ce que ça intéresse certains d'entre vous, et, et comment vous voyez la chose, quoi? N'hésitez pas, c'est le moment. Si vous participez à cette soirée, c'est que vous avez un petit intérêt, et donc il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a vraiment pas à avoir peur. Donc c'est le moment de prendre la parole. Voilà, Alexandre, bravo. Alexandre, on t'écoute. Tu peux prendre la parole. Alexandre, on ne t'entend pas. On veut bien te donner la parole, mais il faut que tu actives ton micro. Tu désactives le mute. C'est ici, voilà. Là, maintenant, Très ça bien. marche? C'est bon, ça marche. Parfait. Oui, je dis c'est important parce que dès qu'on fait des travaux sur un sujet ou sur un autre, concernant la Chine en particulier et la France, c'est tout de suite très compliqué. On manque d'informations très rapidement. Donc, à partir du moment où on peut, sur un endroit donné, retrouver toute une série d'informations de base, c'est tout à fait intéressant. Surtout si elles sont classées. Si vous parliez tout à l'heure des vitraux, mais ça peut être des peintures, ça peut être... il y a une multitude d'éléments qui peuvent être utiles lorsque l'on rédige quelque chose, en termes d'illustration, en termes de compréhension, etc. Donc, c'est une base qui me semble tout à fait intéressante. D'autant plus qu'elle est spécialisée sur un thème particulier qui est l'histoire des Français en Chine, donc ça me semble très pertinent. Maintenant, collaborer, moi je peux collaborer sur certaines choses, c'est pas un problème. Très bien, merci. Quelle chose, par exemple? Ça dépend de ce que vous...
ce qui vous paraît le plus utile ou le plus utile ou le plus immédiat. J'ai un peu de temps, donc je peux consacrer un peu de mon temps, c'est pas un problème. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry? Moi, personnellement, je pense que la classification par thème en particulier, ça Tout nous à fait. ferait. C'est pas un travail très compliqué. Il faut juste qu'on fasse un listing des différents thèmes et puis qu'on échange entre nous quand il faut en créer peut-être certains, etc. Mais c'est de lire un article, de voir un peu quels sont les thèmes. Et ils sont déjà plus ou moins classés comme ça, mais ça n'a pas été fait systématiquement. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire, un petit peu tous les jours. Voilà, c'est à la fois passionnant quand on n'a pas lu tous les articles. Donc, pour moi, c'est la priorité. Oui, c'est le truc qui, en plus, permettra après de faire une page d'accueil plus sympathique aussi. Donc Et, ça, sans problème, c- c'est une question de lecture. Bon, tout à fait. c'est pas très compliqué. Exactement. Et donc, ce Alors en que tu plus, peux peut-être. pour contribuer, moi je peux contribuer, j'ai déjà écrit des articles, c'est pas un Ah ben là, problème. c'est encore mieux. Mais moi je m'intéresse plus à la Chine ancienne. Mhm. Donc le dernier article que j'ai écrit parle du XVIIe siècle, donc c'est des choses nettement plus anciennes, c'est pas très très récent. Mhm. Mais voilà, c'est tout. Donc, c'est deux aspects sur lesquels je peux intervenir, on va dire. Parfait, parfait. Peut-être Thierry, où est-ce que je le fais? Je peux vous montrer à quoi ça ressemble en réalité. Ou peut-être Thierry, tu peux le faire pour montrer comment tu catégorises. Juste C'est pour juste donner un l'histoire. exemple, je peux Exactement, c'est contribuer juste deux l'histoire. secondes. Je Oui, oui, peux juste allez-y. contribuer. Il n'y a pas très longtemps, je cherchais justement des images ou des peintures, plus exactement, sur le XVIIe siècle concernant la région de Canton. Et il y a un travail du style de ce que vous êtes en train de faire qui a été fait par une grande université américaine qui s'appelle Harvard et qui fait gagner un temps infini parce que en 5 minutes, vous avez la liste de toutes les plus anciennes peintures existant sur Canton qui vous permet ensuite de choisir celle qui vous paraît la plus pertinente par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Mm. Donc, c'est une très, très bonne ressource quand c'est bien fait. Exactement, exactement. C'est ce qu'on tend à vouloir faire. Donc, merci. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Moi, je peux vous montrer à tous de manière très simple à quoi ça ressemble en fait quand on veut faire quelque chose sur le wiki, parce que c'est vraiment l'histoire de quelques secondes. Donc, prenons. Donc, moi, j'ai un accès en tant que contributeur. Donc, à partir du moment où vous êtes volontaire sur le projet du wiki, on vous donnera un accès en tant que contributeur. Ça sera très facile. Une fois que vous avez cet accès-là, on prend cet article, par exemple, d'ailleurs, il est d'actualité. Ensuite, pour le catégoriser, alors, tu me corriges, Thierry, si je me trompe, parce que je ne crois Tout pas va bien pour avoir l'instant. tout va bien, je crois pas avoir catégorisé les articles par le passé. Mais dans les choix en haut, dis-moi c'est où? À côté du crayon, là. Ouais, ça, option de Ouais. page. Voilà, exactement. Voilà. Ensuite, catégorie. Et puis, je ne sais pas, hein, la catégorie n'existe pas, mais ça pourrait être, parce qu'on ne l'a pas encore fait, relations diplomatiques. Ça pourrait être ça, relations diplomatiques. Là, on touche Et un si la sujet. catégorie existait, il l'aurait proposé, en fait. Exactement. On a d'autres catégories, je ne sais pas, j'imagine qu'on a une catégorie guerre des boxeurs. Non, on a une catégorie jésuite qui existe. Voilà. Oui. Elle s'affiche automatiquement quand on commence à taper dessus et puis pof, il suffit juste de la sélectionner et c'est fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend à peu près 30 secondes, même pas. Et puis une fois que c'est fait, hop, on enregistre les modifications en haut. Donc voilà, ça demande de lire un article, ils sont plus ou moins longs, hein, mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est extrêmement simple et
Donc, c'est toute la joie, en fait, du wiki. C'est pour ça qu'on a choisi ça. Alors, des questions, des manifestations? Bonsoir, vous m'entendez? Alors, Aurélien, oui, vas-y. Oui. Alors moi, oui, je suis assez partant aussi pour faire ce travail-là de relecture et de catégorisation. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Bon, du coup, vous avez montré un article, je me rends pas bien compte de la longueur de tous les articles. Est-ce que c'est enfin, un gros travail ou pas? En effet, si vous vous attendez pas forcément à un nombre d'articles par semaine, je pense qu'il y aura pas il y aura pas de problème de mon côté. Mais ça m'intéresse pas mal. Surtout, enfin, vous avez mentionné le fait qu'il y avait peut-être un travail de géolocalisation à faire. Si peut-être on pouvait du coup mentionner les endroits qui sont mentionnés dans les articles. Ça, je pense que ça pourrait m'intéresser aussi d'ajouter à chaque fois la localisation et aussi les positionner dans, dans le temps. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc, pas de souci si vous souhaitez que je fasse ce travail-là. Moi, ça me plairait bien. Super. Bah, merci beaucoup. Oui, oui. C'est l'idée de ce soir. Donc, oui, oui. Bah, pour les articles, en termes de. En fait, il faudrait les prioriser. Je pense qu'on va faire ça en amont. Il y en a déjà une vingtaine, si je ne me trompe pas, entre 15 et 20 qui sont vraiment prioritaires parce que ce sont des très, très bons articles et il faut vraiment qu'ils soient bien catégorisés, géolocalisés et dans le temps, comme on le dit. Ça, c'est la base pour eux. Et puis après, on peut le faire petit à petit en fonction des catégories. On peut descendre petit à petit. Voilà, il y a des catégories plus ou moins fournies. On a beaucoup de choses sur Shanghai. On en a par exemple beaucoup moins sur Wuhan où on n'a qu'un seul article. Sur le Yunnan, on en a, Yvon. Je parle de toi, Yvon. On en a 4, mais on pourra en avoir plus, etc., etc. Donc ceux-là, ils sont faciles à géolocaliser entre guillemets, même si il faut trouver Pu'er dans la province du Yunnan, etc. Donc ça, on verra quel est le système qu'on mettra en place pour la géolocalisation. Thierry nous dira. Mais voilà, il y a un certain nombre de. Il y a une liste de priorités, et puis on le fera petit à petit en fonction du rythme de chacun. Mais oui, c'est bien noté pour toi, Aurélien. Merci beaucoup. Ok. Allez, d'autres personnes? N'ayez pas peur, comme on dit. Si on n'a pas plus de manifestations, je vous propose qu'on continue un tout petit peu et puis Christophe, tu nous expliqueras. Au-delà du wiki, on a aussi d'autres choses. Donc voilà, il y a un peu de tout. Je vais vous partager la suite du PowerPoint. Donc voilà, il y a quelques règles qui ne sont pas encore totalement définies, c'est des choses à améliorer à travers le temps, mais bien évidemment, quand on participe à ce type de projet, il faut bien avoir en tête l'objectif qu'on a. Hein, il faut vraiment adhérer au projet, etc. Il y a une question de mindset qui est importante pour se sentir motivé et avancer. Donc voilà, on fera tout le nécessaire pour ceux qui participent, pour qu'ils se sentent partie d'une équipe. Il y a vraiment pas de problème, c'est comme ça qu'on travaille. En termes de personnalité, je vous préviens qu'il faut rechercher le consensus, c'est-à-dire que on peut ne pas être d'accord. Après, il faudra trouver un terrain pour s'entendre. Bon, je ne pense pas qu'il n'y aura pas de grand débat philosophique sur la classification des articles, etc. Mais bon, voilà, il faut bien penser que c'est un travail d'équipe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, l'avantage du wiki fait que le cas où faire des erreurs, ça va arriver à tout le monde, y compris moi, j'en ai fait par le passé. Mais en réalité, le wiki, c'est très facile. Ça nous permet de retourner sur une version précédente de façon très rapide. Donc, même si on a par exemple, dans les volontaires, on peut avoir des imbéciles qui se mettent à détruire tous les articles. En réalité, c'est absolument pas un problème puisqu'on peut rétablir une version précédente en un clic. Donc,
dans le processus de travail, il y aura forcément des erreurs, on pourra les corriger et c'est toute la force du wiki, c'est-à-dire qu'on pourra faire des mini-corrections, on pourra apprendre et puis on finira par se spécialiser petit à petit et à devenir de plus en plus efficace. Donc si parmi vous, vous vous sentez pas forcément des grands spécialistes ou vous vous sentez pas forcément à la hauteur au niveau technique, il faut vraiment pas avoir peur, c'est prévu. Personne n'est spécialiste de tout et le wiki est vraiment un avantage là-dessus, c'est qu'on pourra voilà, retourner en arrière s'il faut, corriger les choses, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas un souci. C'est fait pour ça. Voilà quelques petites règles. Je ne sais pas si ça en a motivé quelques-uns pour prendre la parole ou pas. Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole? Une fois, deux fois, trois fois. Tout le monde est d'accord, c'est très bien. Alors, ce que je vous propose, prochaine étape, mais peut-être avant cette prochaine étape, on va faire comme ça. C'est toujours des PowerPoint en mode qui évolue. Christophe, je te propose de présenter, tu vois, au-delà du wiki et de la base de données des 280 articles qu'on vient de vous présenter, il y a d'autres choses en fait, il y a d'autres projets et je te laisse, Christophe, les présenter. Puisque c'est toi, en tant que représentant des dirigeants du club recherche, qui a la main là-dessus. Ok, bah merci David. Vous m'entendez bien là, sur le téléphone? Très bien. Ok. Donc voilà, je vais vous présenter quelques autres petits projets qui requièrent aussi de l'aide, voilà, que j'ai géré plus ou moins tout seul jusqu'à maintenant. Et là, j'arrive à un moment où ça devient compliqué et j'aurais vraiment besoin de coups de main. Et je pense que tout un chacun peut aussi participer. Et en plus, c'est franchement intéressant. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, il faut que je te donne la possibilité de le faire. Attends. Histoire que vous y voyez un peu plus clair. Alors, attends. Hop. Vas-y. Ok. Donc, hop. Tac, tac. On va commencer donc par la fameuse histoire des vitraux. Donc, en fait, on est sur ce projet d'inventaire. Donc, je sais pas, vous voyez ce tableau-là? Ouais, ça vient de s'afficher. Oui, très bien. Donc, il s'agit d'un inventaire des vitraux anciens et moins anciens, du coup, finalement, de Shanghai. Donc, voilà, donc les vitraux, art décoratif par excellence. Qui à Shanghai, en fait, ne se retrouve pas nécessairement dans les églises comme on a l'habitude de le voir en Europe. C'est que aussi, bon, de par la présence de nombreuses villas de gens fortunés qui ont bâti des villas donc à Shanghai, et à une époque où on va dire que les arts décoratifs étaient florissants, l'art déco, l'art nouveau aussi avant, on trouve beaucoup de témoignages de vitraux en fait dans l'architecture civile en général. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été contacté par cette chercheuse polonaise, Marta Kaminska, comme le disait David l'année dernière, il y a déjà 1 an et demi même, et elle nous a demandé de l'aide pour conduire cet inventaire, et on s'est dit que ça serait sympa en fait de l'ouvrir à tous. Donc on est parti sur une idée un peu ludique de chasse aux vitraux. On proposait en fait à ceux qui le voulaient de se balader dans Shanghai et de noter où ils trouvaient des vitraux, ils en apercevaient, de prendre des photos, et du coup après de reposter tout ça sur un groupe de chat qu'on a actuellement et auquel je pourrais vous ajouter à la fin si vous le souhaitez, vous pourrez me le demander. Donc, ce groupe de chat est assez actif, avec surtout, on va dire, peut-être 2 personnes qui postent énormément de photos, mais vous pouvez y participer. Il y a encore sûrement des choses à trouver. Donc, en fait, là, on a déjà recensé, grâce à l'action collective, hein, on va dire quasiment 200 références. Et donc là, vous voyez, c'est un tableau Excel hein, assez, comment dire, assez sobre, assez sec. Et voilà, il y en avait environ 80, mais c'était une étape intermédiaire. Et donc, dedans, il y avait l'adresse, c'est quelque chose que j'avais bricolé moi-même, adresse, district, le type de bâtiment, la date à laquelle c'était trouvé, la personne qui l'avait trouvé, parce que l'idée, c'était aussi d'en faire un peu un petit jeu avec des récompenses pour les plus assidus. Mais au final, comme c'est toujours les mêmes personnes qui trouvent, c'est-à-dire que la bataille est déjà gagnée. Mais donc, l'idée, c'est plutôt de participer au jour le jour, si ça vous intéresse. Selon vos découvertes.
Donc, il y a la géolocalisation aussi et des remarques donc, sur le site. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, grâce encore une fois à Thierry, on a pu mettre ce tableau qui est assez dur et pas hyper sympa et pas très collaboratif non plus, en fait, dans le wiki. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous avez... Ah, pardon. Il faut peut-être que je change la fenêtre. Je ne fais pas trop l'habitude. Je vais choisir la bonne fenêtre, si vous voulez, pour le temps d'attente. OK. Et ça va s'afficher. C'est Donc bon. voilà, vous avez la page dans l'outil. Alors, savoir que c'est pas encore accessible à tout le monde, parce que c'est pas tout à fait peaufiné, mais si vous voulez y participer, on vous y donnera accès. Donc vous voyez, vous avez donc les informations que vous retrouvez dans le tableau, adresse, district, le titre, ce n'est pas renseigné, le participant qui a identifié le site, une géolocalisation, très sympa, et qui reprend toutes les localisations si on prend la carte ailleurs, et des informations sur le statut, les commentaires. Je vais en prendre un qui est un peu plus peut-être riche, parce qu'en fait l'idée c'est aussi de mettre les photos pour montrer un peu, vous voyez, la liste intégrale par adresse. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Et c'était la ville de la Maurice. On a uploadé déjà les photos, une partie des photos qui ont été faites. Donc vous voyez, on retrouve la même présentation. Et en dessous, vous allez avoir les photos. Donc la villa, donc le bâtiment, et le vitrail ou les vitraux en fait qui sont identifiés. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de recenser de manière systématique ce qu'on y trouve. Et vous voyez que là c'est un vitrail ancien, 1949, donc de l'atelier des Jésuites de Toussé-Oué, donc de l'orphelinat, donc fabriqué sur place. Là c'est un petit chef-d'œuvre. Hein. Donc on a ce genre de choses dans l'inventaire. Donc l'idée c'est de participer en rentrant une partie des données qui manquent dans ce wiki pour que ce soit quelque chose de joli et qu'on puisse vraiment l'exposer et mettre en valeur le travail de Martha. Il faut savoir que le travail de Martha, il sera présenté dans un colloque en juin prochain, un colloque mondial sur le vitrail qui a lieu tous les 3-4 ans. Donc c'est une recherche inédite, hein, vraiment à Shanghai et en Chine sur le vitrail. Donc vraiment, vous pouvez mettre un peu la main à la pâte à un projet qui a une réelle ampleur historique, scientifique. Voilà, qui donnera lieu à ce moment à publication. Donc quelque chose de très chouette. Je ne vous fais pas des exemples de modifications parce que je ne maîtrise pas encore, mais ça fonctionne à peu près comme ce que vous a montré David tout à l'heure. Et de toute façon, pour les gens intéressés, pour la partie wiki des vitraux, on fera un petit groupe de travail. Voilà. Voilà pour les vitraux. Il y a le groupe chat aussi. Pour compléter ce que tu es en train de présenter, vous voyez en fait à quel point on passe d'un fichier Excel qui est assez austère à quelque chose d'extrêmement complet et qui est en réalité à entrées multiples. Là, ici, pour l'instant, on a la liste des vitraux, comme vous venez de la voir, par ordre alphabétique, mais en réalité, c'est aussi navigable par géolocalisation, puisqu'ils sont tous sur une carte. On peut aussi rentrer à partir d'une carte où il y a tous les vitraux. Je ne sais pas si là, elle est facilement accessible ou pas, mais donc c'est extrêmement facile. On pourrait imaginer de les classer par date. Voilà, un expert de vitraux pourrait nous dire à peu près quelle est la date, est-ce que c'est des anciens, des contemporains. On pourrait imaginer aussi ce type d'entrée-là. Et donc, on a un moteur de recherche qui devient extrêmement puissant et comme le disait Alexandre tout à l'heure, ça permet, voilà, ici, voilà, par district, par type, voilà, si on veut retrouver tous les vitraux qui ont été trouvés par Caroline, par exemple, pouf, on a aussi toute une liste. C'est un outil qui est juste époustouflant. Donc voilà, c'est une autre façon de contribuer. Vous pouvez aussi contribuer en cherchant des vitraux. Vous pouvez aussi contribuer en nous aidant à les classer, à les géolocaliser. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est le sujet vitraux. Il y a encore autre chose. Vas-y, je te redonne la parole.
Christophe. Ouais. Alors, c'est pas fini. Donc, ça, c'était les vitraux. Je vais vous parler rapidement du guide de l'historien. Alors, ça, c'était notre projet, on va dire, de départ, hein, il y a 3 ans, quand on a créé le club recherche au sein de la SHSC. Donc, le guide de l'historien, c'est quoi? Alors, attendez, il faut que je retrouve la bonne fenêtre. Tac, tac. Est-ce que j'ai EDPN? Oui. Alors, le guide de l'historien, l'idée, c'était en fait de créer une sorte de guide un peu synthétique avec des infos générales sur, on va dire, des ressources utiles aux recherches de tout un chacun qui s'intéresse à l'histoire de la Chine, un peu comme le disait la personne qui est intervenue tout à l'heure. C'est pas toujours évident de trouver des choses. Et donc, on voulait centraliser ces données. Alors, j'avais commencé à faire vous voyez, encore un tableau Excel, hein, ça change pas trop. Et donc, par exemple, avec une cytographie, parce qu'en fait, on trouve quand même énormément de choses sur Internet. Alors, pas toujours sur le sujet sur lequel on cherche, hein, mais quand même, il y a des choses géniales, absolument géniales. J'en cite quelques-unes très rapidement. Certains d'entre vous les connaissent déjà sûrement. virtualshanghai.net avec énormément de photos, de vieilles cartes, de bases de données aussi dont on a pu bénéficier pour faire le site, comme les cartes anciennes de Shanghai sur lesquelles vous pouvez naviguer actuellement. Ça vient de là, ça a été fait par Christian Henriot, qui est un spécialiste de Shanghai, et qui avait créé ce site, on va dire, avec énormément de données en open data. Donc, vous pouvez aller directement sur le site, c'est génial, il y a plein de choses à voir. Il y a évidemment le blog de Katia Kniazeva, spécialiste du vieux Shanghai et de la communauté russe à Shanghai. Donc, pareil, un site passionnant. Historique Shanghai qui fait ses visites a aussi un site avec des infos intéressantes. Shanghai Lander, c'est le blog de notre ami Martin. Donc, pareil, beaucoup de choses. Voilà, l'idée, c'était vraiment de tout centraliser, d'avoir une sorte de liste un peu exhaustive. Mais vous voyez, vu comme ça, c'est compliqué à exploiter, c'est pas agréable. Et voilà, c'est un peu le bazar. Donc, en fait, l'idée, ça serait un peu à la même manière que ce qu'on a fait avec le wiki ou avec les vitraux, de synthétiser ça dans une cytographie qui serait peut-être un peu navigable avec des petites notices de description sur ce qu'on y trouve. Comme vous le voyez, là, j'avais commencé à faire dans la colonne description. Donc, l'idée, ça serait peut-être de m'aider, en tout cas déjà, en amont que ça soit mis en ligne, à toiletter un peu tout ça, en vérifiant les liens. Est-ce qu'ils sont encore à jour? Est-ce que c'est le bon URL qu'il y a? En faisant des courtes notices qui pourraient apparaître sur le site, une notice de présentation, de description du contenu, hein, simplement à quoi correspond chaque site. Évidemment, aussi peut-être trouver une typologie un peu plus intéressante, pertinent que blog ou site. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez déjà, vous voyez, une belle liste de liens. Et donc l'idée, c'est en fait, de partager ça avec vous et puis avec les autres, hein, en le rendant accessible et intelligible par tous. Et également, ça pouvait se décliner dans d'autres choses qui ne sont peut-être pas aussi prioritaires, mais vous voyez, une liste des musées à Shanghai et plus généralement sur l'Asie, dans le monde ou en France. Ça peut être très intéressant, encore une fois avec de la géolocalisation. Une liste des centres de documentation. On a commencé un peu à le faire en fait à travers une publication d'articles. Vous avez pu voir peut-être sur le wiki, sur les centres d'archives en France, archives diplomatiques, archives des anciennes congrégations religieuses très présentes en Chine, et dans lesquels on peut trouver plein de documents intéressants et parfois aussi directement accessibles en ligne. Voilà. Et également, pourquoi pas aussi une bibliographie synthétique des principaux ouvrages intéressants ou pertinents sur la Chine, qui peuvent être pertinents pour nos recherches. Donc voilà en grosso modo ce que je peux dire sur le guide de l'historien. Je ne sais pas, est-ce que Thierry, David, vous voulez enrichir un peu? J'imagine que ça prendra la même forme que les vitraux tout à l'heure. Donc, mais toi, tu disais que dans un premier temps, ce que tu voulais faire, c'était catégoriser peut-être ce genre de choses-là, toutes les infos ou Oui. Quel genre de toilettage? Comme je disais, simplement déjà vérifier les liens, faire des notices descriptives,
Et après, trouver une forme de classification, je sais pas, soit thématique au final, soit typologique, entre les sites, les blogs, les bases de données aussi. Bases de données photographiques, il y en a beaucoup. Les universités américaines, par exemple, ont beaucoup de choses comme ça. Ce genre de choses. Ok. Voilà, je sais pas si... Bon, pardon. Non, vas-y, j'allais enchaîner. Si tu as quelque chose à rajouter, vas-y. Et puis... Parmi le public, parmi l'assistance, est-ce qu'il y a des gens que ça interpelle ou qui ont des questions à poser à la fois sur les vitraux et sur le guide de l'historien, ou qui seraient intéressés simplement? Alors, Alexandre encore, vas-y. Et Benoît nous dit intéressé. Alors d'abord, Alexandre, il faut désactiver il faut activer le micro. Excusez-moi. Oui, C'est bon. Pour la partie vitraux, ça me semble relativement simple et tout à fait pertinent. Pour la partie là, historique, c'est compliqué parce qu'il y a de tout là dans ce que vous présentez. Et quand on fait une recherche sur des questions historiques, on est toujours focalisé sur des points extrêmement précis. Et ce qui est le plus important quand on fait un travail, c'est de retrouver les sources. Et là, ça demande un travail considérable pour arriver à reprendre sur les sites que vous signalez là, arriver à les classifier pour que ça soit relativement facile d'accès. Ça, c'est très, très difficile. C'est un énorme boulot. Alors oui, alors tout à fait. Alors c'est pour ça que je pensais comme ça à une classification par mots-clés, on va dire, par hashtag, par exemple en pointant certaines thématiques sur certains sites là où ce serait pertinent. Donc ça pourrait être une aide. Et après, de toute façon, on ne pourra jamais faire quelque chose qui vous dispensera de faire la recherche avec ça serait l'idéal. Ça, c'est sûr, sinon, on n'a plus aucun intérêt. En plus. Et de toute façon, l'idée, c'est de donner des pistes au départ. Et après, nous, on est là. L'idée, c'est de créer aussi une communauté qu'on anime. Et en échangeant après entre nous, on peut s'aider vraiment peut-être sur des choses beaucoup plus pointues. Par exemple, moi, on est plusieurs ces temps-ci à avoir passé pas mal de temps aux archives diplomatiques à Nantes, ou David chez des archives de congrégation. On a vu des choses très intéressantes et on va dire qu'on a un savoir un peu pointu sur les choses qu'on cherche nous, et aussi on a peut-être vu des choses sur d'autres thèmes qui peuvent intéresser certains d'entre vous. Après, il faut qu'on en discute directement entre nous. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que ce que vous venez de dire est important, c'est-à-dire que vous avez à une, deux ou trois personnes des thèmes relativement proches, et à ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant entre vous d'échanger sur le point d'approfondissement que vous avez fait dans les différents endroits. Ça me paraît tout à fait pertinent, mais c'est parce que vous avez des recherches qui se rapprochent. Tout à fait. Et après, alors que ce que vous présentez là est très, très divers, donc ça me semble beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, je pense que ça se complète bien. L'un n'empêche pas l'autre. L'idée, c'est d'avoir une typographie, alors peut-être pas aussi pointue que celle que j'ai présentée, ça peut être quelque chose de plus général pour les gens qui sont curieux, des sites assez relativement accessibles, et il y en a pas mal. Et après, on pourrait peut-être aussi pointer une sorte de liste de certains d'entre nous qui sont un peu spécialistes de certains sujets, même si c'est un grand mot, qui pourraient être sur le site aussi, ou d'une certaine manière disponible quelque part pour orienter les gens vers certaines personnes qui seraient personnes ressources, on va dire. Mais après, moi, je peux le faire aussi en interne, de toute façon. On a Pierre je sais pas s'il nous a rejoint, qui est spécialiste du journal de Shanghai. Ouais, on va dire que c'est l'Alliance française, en ce moment en tout cas. Voilà. Et je pense que là, bon, en effet, c'est ambitieux, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la société d'histoire, elle s'adresse à des gens qui ont de tout type de niveau en fait dans la connaissance historique.
Donc, on peut se dire, et c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, qu'il y ait peut-être un petit groupe de réflexion là-dessus, hein, sans prendre un nom pompeux sur le sujet, mais de se dire qu'on peut mettre à disposition pour des gens qui sont amateurs, sans forcément beaucoup de connaissances, de mettre quelques outils à leur disposition pour, voilà, quand ils sont un peu curieux, de manière générale, sur l'histoire de la présence française en Chine, quels sont les, je sais pas, les 10, 20 indispensables en termes de références, que ce soit articles, iconographiques ou les archives, avoir une sorte, c'est le concept un peu qu'on avait à l'idée en tête quand on avait parlé de guide de l'historien, c'est-à-dire que voilà, je sais que l'histoire de Shanghai m'intéresse, mais je ne sais pas trop par où commencer. Donc, d'avoir un petit document de synthèse qui s'adresse, ou une database de synthèse qui s'adresse aux curieux d'un niveau qui n'a pas une grande connaissance encore historique. Et puis, on peut ensuite avoir par thématique, là, des choses qui sont un peu plus profondes. On peut, sur certains sujets, en effet, on peut être certain, on a abordé l'histoire de la Chambre de commerce il y a quelques mois. Le journal de Shanghai rentre là-dedans, puisque c'est intimement lié. Voilà, on peut être quelques-uns à mettre en place une synthèse aussi qui soit disponible sur les gens qui potentiellement souhaiteraient en savoir plus. Je ne sais pas, c'est une idée de voir les choses. On peut, comme on dit, brainstormer ensemble pour voir quelle est la meilleure approche, mais ça peut être fait comme ça, à différents niveaux. Je parle, je pense en même temps que je parle, donc mais je pense que ça peut être ça, parce qu'en effet, le risque de ce type de fichier, c'est que il y a énormément de choses, et c'est en fait relativement dur de savoir où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête. Ouais, enfin voilà, il faut. Oui, cette Il approche faut y me paraît réfléchir. raisonnable. Cette approche me paraît plus raisonnable. Donc, à voir, c'est à discuter. Sur le principe, l'objectif, il est très vertueux. C'est faciliter la recherche. Après, il faut qu'on voit comment le faire. Donc voilà, c'est à construire. Et ça peut être le sujet de la prochaine réunion, par exemple. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, il y avait Benoît. Est-ce que tu veux prendre la parole, Benoît, aussi? Enfin, Benoît, je dis Benoît, c'est Benito. Bonsoir, Bon, on messieurs. t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, simplement, très simplement, contribuer de manière on va dire, à la mesure de ce que je peux, moi, contribuer. Après, je peux évidemment, ce sera vraiment en fonction du temps, du travail. Ce qu'il y a, c'est qu'avec mon travail, j'ai un petit peu accès à voyager d'autres endroits. Me balader dans Shanghai, j'ai plus vraiment trop le temps pour faire ce genre de choses. Mais par contre, dans le cadre du boulot, je me trouve à voyager et à avoir besoin de farfouiller, on va dire, même de manière amateur, l'histoire locale. Et du coup, bah, qui sait voilà, si je tombe sur une opportunité de contribuer comme ça peut être une chose. Et puis effectivement, oui, corriger un article. Vous parlez de corriger le français, j'imagine. Oui. Mm. Bon, avec mon prénom. L'orthographe, oui. Mm. Avec mon prénom qui n'est pas très gaulois, ça, c'est des choses que je peux faire, effectivement. Hein. Après, voilà, toujours, j'y vais avec des pincettes. Je ne dis pas que je vais me lancer à corps perdu là-dedans. Mais voilà, moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Si je peux contribuer, je vais le faire. Donc, corriger des articles, ouais, vérifier un lien, ouais, bah ouais, ce sera un lien. Mais j'imagine que, comme c'est vraiment un travail de fourmi à faire, voilà, les petits, voilà, s'il y a 2 liens qui sont faits en 5 minutes, une fois de temps en temps par là, tant que j'y pense, voilà, c'est des choses qui vont au moins faire avancer Schmilblick bah voilà, moi ça me paraît une manière, on va dire, suffisamment prudente pour commencer à tremper mes doigts de pied dans le bain, voir quelle est la température.
Et puis on avancera gentiment. Ah oui, il y a une chose qui m'a intéressé aussi, que j'ai trouvé intéressant. Il y a plein d'années de ça, on avait invité une personne dans le cadre de la JCEF. Je pense que David, tu dois connaître. Donc, c'est les anciens de la JCEF, et on avait invité en fait un producteur d'une famille très traditionnelle, très ancienne en fait des vitraux de Lyon, et qui était venu à Shanghai. Et donc, on avait échangé énormément sur ce sujet. Évidemment, lui, voilà, c'est l'héritier d'une famille, d'une tradition oui, de créateurs de vitraux. Et du coup, voilà, si je peux retrouver ce gars-là, on ne sait jamais, peut-être que ça peut me contribuer. Voilà, donc c'est de manière très, on va dire, très humble et très simple, à la mesure de ce que pourrait faire. Ouais, moi, je suis ouvert. À savoir que j'ai raté les 30 premières minutes, donc je ne savais pas vraiment dans quoi est-ce que je mettais les pieds. Mais j'ai déjà vu, enfin voilà, je connais quelques contributeurs aussi de près ou de loin. Je suis aussi un petit peu un ancien de Shanghai, on va dire. Ancien, on va dire que j'ai survécu à certaines vagues, et je suis là depuis 13 ans. La première fois, c'est il y a 20 ans à Shanghai. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Ok, ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Je- bien je- noté. Oui, Hmm. d'accord. Je te laisse finir si je te coupe, désolé. Non, 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 je t'écoute, David. Ok. Non, mais voilà, écoute, merci beaucoup, c'est bien noté. Donc, enfin, comme les autres personnes qui se sont manifestées ce soir, l'idée, c'est de les solliciter et de mettre la main à la pâte incessamment sous peu. Puis on va voir comment ensuite ça avance petit à petit. Donc, sur les différents sujets que j'ai notés, qu'on a notés pour chacun. Pour la JCEF, comme tu disais, la JCEF, c'est la jeune chambre jeune chambre de commerce des entrepreneurs français, quelque chose comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, on est bien évidemment preneur du contact. Je laisse Christophe faire le follow-up avec toi. Je pense que ça sera très intéressant. Donc, merci. Contact, hein. Bon, oui, effectivement, il y a un filon pour retrouver le contact par là, mais il va falloir retrouver le contact, hein. C'est vieux, hein, quand même. Pourquoi pas. Sur un malentendu, on arrive à certaines choses. Donc, ok, merci en tout cas. C'est comme ça qu'il peut y avoir des idées, des choses, des petites contributions. Et voilà, moi, je commence au niveau de fourmilière. Et puis, on verra bien. Non, mais c'est tout, encore une fois, c'est toute l'idée de la société d'histoire. C'est-à-dire que ça a commencé par l'initiative d'une personne qui a petit à petit construit un groupe de bénévoles qui ont permis petit à petit de faire de plus en plus de choses. On en arrive à faire des conférences, des podcasts, des articles de façon très régulière, d'animer des passionnés dans des clubs recherche. Parfois, on fait aussi des clubs lecture. On fait beaucoup. Enfin, tout ça, c'est grâce au nombre et pas juste une personne. Donc là, sur ces sujets qu'on a décidé d'appeler projets participatifs, en réalité, c'est des implications qui sont ponctuelles et pas forcément lourdes. Si on peut se dire une demi-heure par jour ou différemment, une heure par semaine, quelque chose comme ça, ça sera déjà ça de prix, et on peut arriver à avoir une database finalement de connaissances qui sera non négligeable et qui sera utile à la fois pour le passionné, la simple personne qui est intéressée par l'histoire et qui a envie d'en apprendre plus, mais aussi les chercheurs, et voire plus. Donc, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de continuer à avancer sur le travail qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, et qui est apprécié par de plus en plus de gens. On essaye. Alors, si tu as rien à rajouter, Christophe. Je pourrais présenter peut-être un dernier petit projet très rapidement. Oui, vas-y. Je pense que c'est pertinent. C'est quelque chose de très récent que je vais vous montrer. En fait, lors de mon passage en France au mois de décembre, on m'a remis des journaux qui ont été écrits à Shanghai dans les années 40 par en fait quelqu'un qui s'avère être le fils aîné de Victor Ségala, donc le célèbre sinologue, qui n'était pas lui-même sinologue, mais qui a grandi en partie en Chine et qui est revenu en fait pendant les années 30-40 en fait travailler à la Banque d'Indochine à Shanghai.
et qui a vécu en fait donc en tant que Shanghai Lander, un peu, enfin en tout cas cette communauté étrangère de Shanghai pendant une dizaine d'années, un peu de manière parlée, il faisait des allers-retours avec Saigon. Et donc ces journaux ont été écrits en partie pendant la guerre en fait. On les a remis en E5 comme ça, c'est à chaque fois c'est un an. Dedans, il y a toutes sortes de choses. Il y a des notes un peu plus personnelles et aussi beaucoup de choses sur les rendez-vous, les repas mondains, plus ou moins, ou les rendez-vous de travail qu'il avait. Et c'est assez intéressant. On ne sait pas encore ce qu'on va faire du contenu. À la base, ça part d'une recherche d'un de nos membres qui s'intéresse à la carrière de footballeur semi-professionnel, on va dire, de Yvon Ségalin, qui a eu 2 sélections d'équipe de France dans les années 30. Et du coup, il s'est intéressé à lui, mais bon, dedans, il y a un peu de tout. Il y a des trucs sur le football, il y a des photos très belles, très intéressantes, et il y a d'autres choses. Et en fait, le truc, c'est que pour bosser dessus, c'est en assez dans les étapes, comme vous pouvez le voir, c'est dans son jus. Et il faut beaucoup de temps de lecture, donc ça serait bien de démultiplier ce temps entre nous. Et en même temps, il va falloir passer par de la numérisation, je pense. Alors peut-être simplement de la photo dans un premier temps, mais s'il y a des gens que ça intéresse, moi je veux bien prendre en photo les journaux que j'ai chez moi. Et après, s'il y a des gens qui sont intéressés pour prendre un peu de temps, comme disait Benito, hein, ça peut être simplement 1 heure par-ci par-là, pour déchiffrer une page. Alors il y a une écriture cursive et des abréviations qui sont assez à lui, mais en s'habituant, on arrive à le déchiffrer. Et du coup, nous aider en fait à identifier des infos intéressantes. Je vous montre un peu comment c'est fait. Ouais, il y a le flou qui passe par-dessus. Là, c'est une écriture pas de mouche, mais très jolie aussi. Et donc c'est un document très intéressant avec plein de choses. Des fois, il y a des petites coupures de journaux qui sont mises dedans, des choses comme ça. Donc où il y a des photos, photos de groupe, photos d'équipe. Donc c'est vraiment l'occasion de voyager dans le Shanghai aussi des années 30 et 40. Et donc de mettre le nez vraiment dans le matériel historique, quoi, dans une source de première main. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés pour m'aider là-dedans, écoutez, je vous ajouterai volontiers dans un petit groupe et on pourra partager ça ensemble. Voilà, tout en faisant ça, bien sûr, dans le respect aussi de la famille, hein, parce que c'est pas censé être divulgué comme ça. Ça reste quand même des choses un peu personnelles, mais qui ont à voir avec l'histoire. Donc voilà, je voulais juste présenter ça rapidement. Ça peut être aussi ça, en fait, le club recherche, enfin le côté collaboratif du club recherche. Voilà. Je sais pas s'il y a des commentaires. Écoute, c'est très très bien. Ça montre en fait là dans Christine. Oui. Alors, embarquement pour la Chine, connaissez-vous? Oui, on connaît très bien. Je connais Christine. On a question de Benito. Pour enchaîner sur ce que tu dis, Christophe, ça vous montre en fait là dans l'heure qui vient de se passer la diversité des contributions qui sont possibles. Donc ça va de la forme d'un article, de les harmoniser entre eux, ça va de les classifier, ça va de créer du fond, du contenu, ça va de travailler sur des vitraux et là des almanachs privés de gens qui ont vécu dans la concession française de Shanghai dans les années 30. Il y a beaucoup de choses possibles, imaginables. Le guide de l'historien aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, des divers types de contributions, qu'elles soient voilà, régulières, moins régulières, chronophages, moins chronophages, etc. Il y a vraiment beaucoup d'axes de développement possibles et tout ça va se développer en réalité en fonction de ce que vous pouvez faire. Donc là, on a bien noté qu'il y avait certaines personnes qui étaient prêtes pour aider, pour catégoriser, pour potentiellement relire. Mais voilà, si vous avez d'autres idées en tête, ne soyez vraiment pas timide parce que l'éventail de choix possibles et de sujets sur lesquels vous pouvez travailler est vraiment énorme. Et ça s'adresse à tout niveau, que vous soyez des grands spécialistes de l'histoire ou pas du tout. C'est vraiment, il n'y a pas à avoir de peur quelconque sur le niveau de connaissance historique. On a tous commencé à partir de zéro. Donc voilà, si certains d'entre vous ont envie de prendre la parole, c'est le bon moment, parce que nous allons conclure.
Non? Alors, écoutez, moi je vous propose donc les prochaines étapes, hein, en bonne organisation, on finit toujours les meetings, comme on dit, par la planification des prochaines étapes. Donc on va reprendre contact avec ceux qui se sont manifestés, mais y compris avec ceux qui ne se sont pas manifestés, on va aussi vous envoyer un petit message, voir comment vous voulez contribuer ou pas. Vous êtes libre de ne pas contribuer non plus, on ne vous force pas. Une fois qu'on aura mis en place ces petits groupes, on verra comment on fonctionne en termes de règles. Il y aura un peu de tâtonnement au départ et de toute façon, c'est des choses qui vont avancer petit à petit. Et puis, on va se donner des tâches et on va avancer petit à petit et chaque projet au rythme qui convient pour les personnes qui y participent. Donc, voilà ce qui est prévu sur le très court terme. On va faire ça dans les jours qui viennent. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais participé au club recherche, vous avez ici le QR code du club recherche. Donc, c'est une sorte de sous-groupe de la Société d'Histoire. Si la recherche vous intéresse, la contribution vous intéresse, donc en ayant participé ce soir, vous avez manifestement un intérêt, donc scannez, retrouvez-vous dans le groupe, il y a des échanges plus ou moins pointus, encore une fois, il ne faut pas avoir peur, et rejoignez le groupe recherche de la Société d'Histoire. Est-ce que je vous laisse bien le temps de scanner? On va partager le PowerPoint de toute façon, on vous l'enverra, comme ça vous pourrez le faire après si ça ne marche pas maintenant. Ou sinon, vous nous demandez soit à moi, soit à Thierry, soit à Christophe, si vous nous avez en contact au WeChat, n'hésitez pas à nous dire, on vous mettra dans le groupe, c'est possible aussi. Est-ce que Thierry, Christophe, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas particulièrement. Tu as tout dit, c'est très bien. Le club recherche, voilà, je vous enverrai de toute façon le lien pour vous connecter si vous n'êtes pas rajouté. On ne va pas vous forcer, hein, bien sûr, c'est seulement vous voulez avoir des infos fraîches. Je sais que tout le monde a plein de groupes dans WeChat, mais en tout cas, voilà, c'est un groupe où on a une 60-70 dedans et puis on partage un peu nos tuyaux de temps en temps. C'est bienveillant, c'est dans un bon esprit, donc n'ayez pas peur de participer, de nous rejoindre. Voilà. Très bien. Thierry, donc Thierry, c'est le cerveau technique derrière tout ça. C'est lui qui vous aidera à vous connecter. On a tout dit? Oui. Dans les contributions, dans la variété de contributions qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais bon, il y a plein de choses dont on pourrait encore parler, mais quelque chose aussi de très simple, très mécanique aussi. On a du copier-coller à faire de textes chinois, de noms de sociétés chinoises de la longlist vers pour trouver leur équivalent en fait en anglais. Enfin, il y a rien à trouver, il n'y a rien à faire, c'est juste remplir un fichier Excel avec un texte qu'on aura copié dans un document PDF qui est la numérisation d'un recueil de longlist en fait. Exactement. Le Ronglist, c'est les annuaires de l'époque. Donc, on a un début de database sur les annuaires qui nous permet de pouvoir naviguer dans le temps, dans les différents annuaires, de retrouver des noms de compagnies. Donc, c'est un outil qui potentiellement est extrêmement puissant, intéressant. On va même pouvoir s'amuser à géolocaliser. Donc, voilà, si vous voulez contribuer, c'est aussi un autre. On a beaucoup de projets, donc voilà, si ça vous intéresse, dites-nous, levez la main, manifestez-vous. On peut en parler en tête à tête si certains d'entre vous préférez faire comme ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être très très intéressantes, que ce soit pour les curieux ou les grands spécialistes, encore une fois. Voilà, oui, en effet, j'avais oublié celui-là. Merci. Bah, écoutez, si personne n'a de questions, je vous propose de conclure. Donc, merci à tous. Le prochain événement de la Société d'Histoire en présentiel, comme on dit, c'est à Shanghai et ça sera après le Nouvel An chinois. On a une conférence sur la France et les douanes chinoises.
Donc, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, on parle souvent du prisme anglais, on va dire, sur les douanes, mais plus rarement du côté français. Donc, ça va être intéressant. C'est un sujet que moi-même que je maîtrise mal et où je vais apprendre. Donc, je suis très heureux. On a un spécialiste chinois francophone qui va nous présenter ce sujet-là. C'est organisé du côté du consulat du Luxembourg qui nous met à disposition la salle de manière amicale, on va dire, donc très, très gentiment. C'est du côté de Jing'an. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être intéressant et de la bonne qualité. Donc, voilà le prochain événement. Évidemment, il va y en avoir d'autres qui seront annoncés après le Nouvel An chinois. Voilà, merci à tous et je vous donne rendez-vous à l'occasion de nos prochaines publications, conférences, podcasts. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et puis voilà, n'hésitez pas à participer et encore une fois, n'ayez pas peur, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour pouvoir continuer à vulgariser l'histoire entre la France et la Chine. Merci à tous et bonne soirée.